Bon, bah, bonjour à tous, on va commencer. Donc, on va essayer dans ce talk de réconcilier la sécurité et l'expérience développeur. C'est souvent un peu contradictoire, malheureusement. Du coup, on va partir du zéro trust. Donc, en gros, il y a de plus en plus ce concept de sécuriser tous les calls d'API. Donc, à chaque call d'API, vérifier l'autorisation, vérifier l'authentication. Et ben, quand un dev comme nous est confronté à ça, ben, le premier réflexe, ça peut être de dire bon, bah, c'est pas mon problème, moi je vais désactiver la sécurité, je vais faire un shift right vers la prod, je vais dire bon, peut-être la QA, peut-être les ops, peut-être la security office va tester. Et ben, malheureusement, on sait un peu où ça mène. OWASP, qui est une fondation qui analyse les vulnérabilités des applications web. Bah, toutes les quelques années, ils font un rapport et on revoit toujours broken authorization, broken authentication. C'est dans le top 3. Et quand on y pense, bah, oui, c'est pas illogique. Si on dilue la responsabilité, plus vraiment personne n'est responsable et bah, il y a des trous dans la raquette qui arrivent plus facilement. Donc nous, on va proposer une autre approche, du coup, plus shift right. Shift left, pardon. Donc l'idée, c'est de tester le plus tôt possible la sécurité. Donc dans la CI, dans les pull requests. Donc pour faire ça, pour pas justement impacter l'expérience, pas trop en tout cas, on va moquer le protocole de sécurité. Et on essaie d'aller vers une culture DevSecOps où la sécurité commence par le dev. Pas que, mais en premier lieu. Alors, qui sommes-nous ? Je pense que donc on est de la société Amadeus, donc beaucoup de gens dans la salle soit travaillent à Amadeus, ont déjà entendu parler d'Amadeus. Donc Amadeus, pour faire court, ça met en relation les acteurs du voyage. Si vous avez loué une chambre d'hôtel ou si vous avez pris des vacances par avion, vous êtes probablement passé par nos systèmes. Nous, la mission d'Amadeus, c'est d'améliorer l'expérience du voyageur, globalement. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans l'unité plateforme cloud, et plus particulièrement, on s'occupe de tout ce qui est Java et microservices Java, Cloud Native Applications, ce genre de trucs. Donc on fournit les layers communs qui sont ensuite réutilisés dans toute l'entreprise. Donc revenons à la sécurité. Pourquoi est-ce qu'on doit sécuriser nos API ? Si on rentre un peu plus dans notre histoire, Amadeus, historiquement, on était dans un data center privé en Allemagne. Donc on avait le contrôle de tout ce qui tournait dans le data center. Et donc on pouvait, avec une sécurité périmétrique, être assez confiant. Donc on contrôlait à l'extérieur tout ce qui rentrait. Et à l'intérieur, on était relativement confiant qu'il n'y avait pas d'injection à partir du réseau interne. Le problème, ou la chance, c'est qu'on passe dans le cloud public. Donc, on tourne dans des VM, mais la VM juste à côté dans le data center, il peut y avoir des workloads qui ne sont pas nos workloads. Et on espère que l'isolation au niveau infrastructure, au niveau plateforme, empêche quelqu'un d'accéder au réseau et aux ports qui sont exposés entre les VM. Mais il y a des failles, ça arrive. Et donc cette encapsulation, des fois, quelqu'un peut essayer de l'attaquer. Donc la réponse, c'est la défense en profondeur. Donc c'est un peu ceinture et bretelles. On commence par mettre des règles firewall. On essaye d'authentifier au niveau des points à points, au niveau des connexions. Mais au final, un peu la dernière ligne de sécurité, ça reste les API et de vérifier que la personne qui appelle l'API a l'autorisation de faire ce qu'elle veut faire. Il y a un deuxième point qui vient un peu orthogonalement au public cloud, c'est le passage aux microservices. Donc avant, dans le monolithe, on pouvait avoir une équipe qui était responsable de toute cette couche sécurité. Maintenant, on a des centaines de microservices
la couche, elle est dupliquée dans chaque microservice. Donc c'est chaque équipe qui doit gérer cette couche. Donc c'est un peu compliqué. Et on va peut-être voir du coup qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à ça concrètement dans nos tests. Bonjour déjà. On vous avait promis un live coding ce matin, donc on va passer au live coding. Donc, alors, en fait, on a une petite application de test. On s'amuse avec. Il y a pas mal de choses dedans. Il y a du Kafka. Il y a surtout du Quarkus. Et cette application, elle se divise en 4 microservices. On a un flight, un hôtel. Donc ceux-là, ils sont assez basiques. Ils servent juste à faire des recherches via un provider externe. Le travel microservice, c'est celui qui va, on va dire, orchestrer les recherches de vol qui sont faites par des utilisateurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est enregistrer les recherches de vol pour pouvoir y accéder plus tard. On a une petite UI. Si on a le temps, on la verra à la fin de la présentation. Donc, le microservice sur lequel on va travailler maintenant, c'est le travel service et l'orchestrateur. C'est celui qui, justement, stocke les travels et c'est celui où on va apporter un peu plus de sécurité, tout simplement. Donc, je vais ouvrir la classe du service. Et j'espère que vous voyez bien. C'est bon. Donc c'est du Quarkus, ça utilise du JAX-RS. Et donc, on a un endpoint final qui possède 2 méthodes. Donc, la première, c'est récupérer un travel via son ID. Et la deuxième, c'est, avec un post, pouvoir créer une requête de travel et la stocker en base de données. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord vous montrer que mes tests unitaires passent. Comme ça, vous serez témoin que mon application fonctionne. Donc, c'est un test unitaire. Alors, c'est un Quarkus test. Pour ceux qui ne connaissent pas Quarkus, c'est un unitest un peu on the steroids. Parce qu'en fait, ça démarre l'application. Enfin, ça va démarrer Quarkus qui démarre l'application. Et donc, on va pouvoir y accéder vraiment avec un client HTTP pour pouvoir faire nos tests. Donc, je lance le test. Et à l'intérieur du test, on a un petit client HTTP, comme j'ai dit, c'est REST Assured. Donc, lui, il nous permet de faire des queries HTTP et d'asserter sur les résultats. Donc, les tests sont lancés, mais on ne voit pas les résultats parce qu'ils sont un peu cachés. Voilà. Donc, j'ai la preuve que tous mes tests fonctionnent. Mais le problème, c'est que mon API n'est pas sécurisé, donc tout le monde peut y accéder. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais inverser le paradigme. Je vais dire, non, nous, on veut s'occuper de la sécurité dès le début. On ne veut pas que notre endpoint soit complètement accessible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier la configuration Quarkus. Et je vais rajouter une propriété qui s'appelle Deny Unannotated Endpoints. Je vais la mettre à true. Et ça va avoir un effet de bord sur tous mes endpoints. Ça va rajouter une annotation au endpoint qui s'appelle Deny All. Comme son nom l'indique, personne ne va pouvoir appeler ces no endpoints. Alors, c'est une extension Quarkus. On est obligé de la rajouter dans notre POM file. Donc, on va la rajouter ici. Donc, sous Quarkus, tout fonctionne généralement sous forme d'extension. Donc, ici, je vais me servir de Quarkus Security. Qui va me permettre de passer dans ce mode de deny all, j'ai envie de dire. Donc on va relancer les tests. Et j'espère... Ouais, donc l'idée, c'est de rendre visible, si vous voulez vraiment exposer des endpoints non sécurisés, du coup, vous êtes obligé, sur ces endpoints-là, de rajouter un je ne sais plus ce que c'est, allo all, un truc comme ça. Ouais, on ne sait plus. Je sais pas quoi. Et donc, du coup, ça devient visible au moment de la code review. Et éventuellement, quelqu'un va dire non, celui-là, il faut le sécuriser. Voilà, c'était l'idée. Et surtout, on a un joli 403. Alors, le test, il s'attendait à un 404, hein, c'est un petit cas d'erreur, mais on voit que on va dire l'assessment du test a changé. Voilà, donc la question qui se pose, c'est maintenant comment on teste notre application. Donc, je vais laisser au Romain. Donc, il faut qu'on ait une solution pour s'authentifier. Donc, dans l'industrie, un des standards, c'est OpenID Connect. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans la démo. Donc, on a notre petit microservice de Travel Search qui va faire les recherches d'hôtels, les recherches d'avions. Il va être appelé par un front-end.
Et on va faire intervenir un troisième brique qui est l'Identity Provider, donc qui va implémenter OpenID. Et donc l'idée, c'est que le front-end va s'authentifier. Donc là, vous pouvez penser je pense que vous connaissez Login as Facebook, Login as GitHub, etc. Donc il y aura peut-être un login, un MFA, etc. Mais l'idée, c'est qu'il va retriever un access token au format JWT. Et dans tous les appels d'API qu'il va faire vers Travel, il va forwarder ce JWT. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'il garantit la sécurité? C'est que ce token est signé. Et donc, Travel va demander à l'identity provider sa clé publique. Et il va pouvoir, du coup, vérifier l'intégrité du token, qu'il n'a pas été altéré dans le front-end. Du coup, on a une test pyramide un petit peu revisitée, qui correspond en fait partir de l'IDE jusqu'à la prod. Ce qu'on a finalement quand on utilise OIDC dans Quarkus, donc on met l'extension, il y a des trucs qui viennent un peu par défaut. Donc on est parti comme ça. Donc par exemple, au niveau des composants de test, on peut écrire un mock programmatique d'OIDC avec WireMock, ce qui est recommandé dans la doc Quarkus. Donc c'était très bien, on est parti là-dessus. Après on s'est dit, ok, on va passer dans le dev mode. Donc là, l'OIDC provider, il va tourner dans un autre process, il ne va pas tourner dans la JVM. Donc là, il nous faut un vrai OIDC provider qui implémente le protocole OIDC. Donc ce qui vient par défaut, on a un dev service Kiklo, qui est une implémentation open source. On dit pourquoi pas, mais du coup, ouais, c'est un peu, on regardait la doc, du coup, Alice et Bob, il faut comprendre comment on a un JWT pour Alice et Bob qui match ce qu'on veut obtenir. Donc il faut un peu tripatouiller dans la conf, mais pourquoi pas. Et après, on arrivait à une plateforme. Alors c'était une plateforme où on n'avait pas accès aux données personnelles, donc, qui n'étaient pas dans le scope de GDPR. Donc en gros, on n'a pas les users de prod. Donc là, il fallait, si on voulait utiliser l'identity provider de prod, il fallait qu'on recrée des users dans un autre tenant de l'identity provider. Ça commençait à être compliqué. Et en plus, l'identity provider, les tokens, ils sont valides pas très longtemps. Quelques minutes, peut-être 15 minutes. Et il fallait qu'on crée plein d'users pour tester. Donc du coup, on s'est dit, oulala, c'est un peu compliqué tout ça. On n'est pas sûr de finalement sécuriser toutes nos API. Du coup, on s'est dit, on pourrait peut-être disabler la sécurité. Ouais. Alors du coup, je ne l'ai pas montré, mais c'est assez facile de créer une classe et de disabler la sécurité avec Quarkus Security. Voilà. Il faut écrire un peu de code, c'est pas juste une config. Mais on avait peur que justement ce code il aille en prod et. Ouais. Oh, oups. Donc on s'est dit, non, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, les API, on a l'habitude. On sait moquer des API. Et finalement, pourquoi on considérait OIDC différemment? Donc l'idée, c'est de réutiliser ce qu'on a pour les API. On va traiter OIDC en étant une API comme une autre. Et grâce à la containerisation, au final, on va faire notre shift left, réutiliser le même mock dans toutes les couches. Donc le mock qu'on utilise dans la démo aujourd'hui, c'est Microx. Donc juste un petit mot sur Microx, c'est un projet CNCF, la Cloud Native Foundation. Il fait d'autres choses que le mocking, il fait du contract testing et d'autres choses. Là aujourd'hui, on va vraiment l'utiliser pour le mocking. Et il y a un truc sympa, c'est ils ont un hub avec des spécifications standards dans différentes industries. Et ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a contribué un mock pour OpenID Connect. Alors vous allez me dire, on ne peut pas spécifier OpenID Connect comme une spec OpenAPI. C'est vrai, parce qu'en fait, dans le protocole OIDC, il y a une partie discovery où le client découvre le nom des endpoints, les PAF, en gros, sur l'identity provider. Mais avec le mock, en fait, on peut templatiser cette discovery pour pointer sur les endpoints qu'on va moquer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc en fait, on moque le endpoint qui nous permet de récupérer nos mocks. On moque tout. Donc si on en revient aux components de test, donc c'est les tests qu'il fallait dans l'idée de Kevin.
donc c'est un peu la base de la pyramide. Bon, il y a les unit tests avant, mais eux, ils ne sont pas intéressés tellement par la sécurité. Du coup, là, notre identity provider, ça devient Microx. Notre client, c'est notre Quarkus test. Et comme on est à la base de la pyramide, en fait, on va vouloir beaucoup de test cases différents, avec des tokens différents, des users différents, des permissions différentes. Donc là, on va garder l'idée de créer les tokens programmatiquement. Donc on ne va pas s'authentifier avec le mock. Par contre, on va signer les tokens avec la clé publique qui va être envoyée par le mock. Donc ça, c'est le seul truc qu'on va moquer, la discovery et le téléchargement de la clé publique. Et du coup, le test, à chaque fois qu'il appelle l'API, il va setter l'access token dans le bearer token header. Donc Kevin, je te propose de mettre les extensions qui vont bien. Ouais, donc on passe à la suite. Et crafter les tokens. La première chose qu'on va faire, c'est, vous vous souvenez, dans la démo d'avant, on avait nos endpoints à noter avec denial. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est maintenant on est au courant qu'on a besoin de sécuriser notre microservice, donc on va aller venir modifier ce comportement par défaut et on va mettre un @authenticated qui dit que maintenant le endpoint, pour appeler une méthode, en fait, il faut présenter un token de sécurité et que l'extension Quarkus va se charger de vérifier l'intégrité. Donc, justement, on parle de l'extension Quarkus. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on utilisait beaucoup d'extensions. Je vais rajouter la partie un peu middleware qui nous permet d'implémenter la partie OIDC à l'intérieur de notre application. Donc là, c'est Quarkus qui le fournit, mais dans Spring, il y a sûrement Spring Security, dans Micronaut, je ne sais pas, Micronaut Security, j'imagine. Et donc, c'est Quarkus qui va se charger de, quand il voit un token, de faire ce qu'il faut pour qu'il valide l'intégrité de ce token. Ne vous amusez pas à essayer de réimplémenter le protocole. C'est facile de se planter au niveau sécurité, d'oublier de valider un champ et ça crée une faille dans le protocole. Donc, si vous pouvez réutiliser une brique existante, c'est mieux. Et là, je vais aller donc sur ça c'est le GitHub de Microx. Donc, vous voyez, il y a la petite tête de Romain. C'est lui qui a contribué, il a dit nous, mais il est sympa, mais c'est lui qui a contribué à la spec OpenAPI d'OIDC. Et donc, elle est présente ici. Et vous voyez qu'il y a un jeu de clés publiques et privées. Ça permet de vérifier l'intégrité et surtout de signer le token depuis nos tests. Donc, ces 4 clés-là, je les ai déjà copiées dans mon IDE. Et là, je vais juste vous montrer la partie copie d'OpenID, comment on fait en fait. Donc, tout simplement, on va dans le répertoire de tests de notre application, on va dans Resources, et on va créer un fichier qui s'appelle OIDC OpenID. Voilà, et je vais venir copier le contenu du mock à l'intérieur de mon fichier. Donc là, j'ai une spec OpenAPI qui décrit le endpoint, les différents endpoints qu'un authorization provider a besoin de fournir. Donc, maintenant j'ai ça. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, cette OpenAPI, cette spec, va être utilisée par Microx pour pouvoir exposer mon mock. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, j'ai dit que j'utilisais Microx, je vais rajouter l'extension Microx, ici. Hop. Donc, Microx, ça vient comme une extension, ça vient comme un dev service. Le dev service va lancer un conteneur qui contient Microx, il va lire mes fichiers OpenAPI et il va servir le mock. Donc, ce qui me manque aussi, là, en fait, on va dire, dans la spec, elle est vide. Il n'y a pas vraiment de mock. Il y a juste une interface et il n'y a pas du tout de sample. Donc, je vais vous montrer comment on enrichit la spec OpenAPI pour pouvoir servir des mocks. C'est assez simple. Dans Microx, on va fournir un fichier qui s'appelle metadata, donc, qui est lu par Microx au démarrage. Et à l'intérieur de ce fichier, tout simplement, on va venir enrichir avec notre mock. Donc ici, j'enrichis. Donc là, vous reconnaissez la spec OpenAPI, hein, c'est le même format. Donc ici, je vais venir enrichir le endpoint du gwks.json avec la clé publique qui va être téléchargée par Quarkus pour pouvoir valider l'intégrité des tokens.
Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai configuré mes extensions dans mon POM, j'ai configuré mon mock. Ce qui me reste à faire, c'est configurer mon application pour qu'elle soit OIDC aware. Parce que si je démarre mon application maintenant, ça ne va pas marcher. Je n'ai pas vraiment configuré tout ce qui est OIDC. Donc, la première chose à faire, c'est de configurer le endpoint pour atteindre l'Authorization Server. Donc, c'est cette propriété Quarkus que je verrai juste pour les devs, enfin pour le mode dev et les modes test. Et derrière, on a on va dire une propriété Microx qui est injectée par défaut, qui va me permettre d'attaquer, enfin je veux dire attaquer, non, mais d'interroger le mock pour pouvoir générer pour pouvoir télécharger la clé publique. La deuxième chose, c'est... Juste pour préciser, comme c'est du test container, du coup les ports sont dynamiques, donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette propriété. Et la deuxième partie, là c'est vraiment la configuration en OIDC. Dans OIDC, on a besoin d'un client ID, donc c'est ce qui va permettre d'identifier mon application auprès de l'Authorization Provider. Donc si vous créez une application sur Google, par exemple, en fait, soit vous choisissez votre client ID, soit il y en a un qui est généré, mais c'est une donnée qui est mandatory, qui est obligatoire. Et ensuite, l'audience, c'est pareil. L'audience, c'est pour savoir à qui le token est destiné. Donc si les audiences diffèrent, ça veut dire que le token n'était pas pour moi, et je ne peux pas le valider, je ne peux pas m'en servir. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? La partie... Il faut générer les tokens dans le test. Il faut, voilà, maintenant, on va essayer de jouer avec ça dans nos tests. Donc, dans nos tests, vous vous souvenez, les tests ne passaient pas parce que, du coup, j'avais besoin d'être authentifié. Donc, j'ai besoin de présenter un token à mes API. Donc, je vais prendre mon petit test, le premier, là, Rest Assured. Et Rest Assured permet, avec un petit DSL sympa, de fournir un bearer token pour hôte afin de l'envoyer dans la requête qu'il fait. Alors pour créer ce token, c'est là que ça devient intéressant. Je vais utiliser une méthode sign. Donc cette méthode sign, elle prend en paramètre un JWT que je vais configurer comme je veux. Donc dedans, je vais mettre le client ID, l'audience. Je vais dire que l'issuer, c'est Microx. Ça, c'est assez important parce que dans la discovery des endpoints, il y a l'issuer, et c'est un des premiers trucs qui est téléchargé, et avec la clé publique. Et si les issuers ne matchent pas, en fait, le token n'est pas valide. Et la dernière chose, c'est la signature du JWT avec la clé privée qui correspond à la clé publique. Vous avez compris. Ensuite, cette méthode, je vais l'appeler dans mon sign et je vais créer un token, parce que là, c'était un builder. Donc, c'est JWT. Et je vais donner comme subject, alors subject, normalement, c'est le user, le nom du user. Donc, on va dire user. Je vais relancer mon test. Et normalement, tout le monde devrait être content. En tout cas, la méthode sur laquelle tu as injecté le token. Ouais. Donc là, c'est un peu le moment de stress. Hein. Parce que du coup, voilà, ça marche. Donc, voilà, c'est cool. C'est cool. Donc, on a réussi à s'authentifier dans les tests. Hop. Alors, la prochaine étape, autorisation. Ouais. Alors, on a deux types d'autorisation. On va vouloir que les personnes qui puissent créer les travels soient uniquement certaines personnes, qu'on va leur donner un rôle, en l'occurrence le rôle traveler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Function Level Authorization. Donc un path de l'API va nécessiter un certain rôle, une combinaison de rôles. Mais on va aussi faire du Object Level Authorization. Donc c'est l'idée que n'importe qui ne va pas pouvoir accéder au travel de n'importe qui d'autre. Et donc on va associer un certain ID avec un certain user pour contrôler l'accès. Et pour mettre un peu de piment et challenger un peu Kevin, on va monter dans la pyramide. On passe des components de test au dev mode. Donc là, du coup, on a toujours notre Microx qui est démarré, qui va servir de mock. Mais ce coup-ci, notre front-end, ça va être une Swagger UI. Donc c'est un peu plus sympa qu'un curl. C'est un peu plus graphique. Et il va gérer, du coup, l'autorisation. Donc on va mettre un certain nombre de tokens prédéfinis dans le mock.
On va appeler le authorize. On n'aura pas de login. Ça va directement rediriger avec le token prédéfini. Et du coup, la Swagger UI, pour chaque appel, va propager ce token. Et rebelote, on a downloadé la clé publique et on vérifie l'intégrité du token, comme avant. Donc Kevin, je te laisse du coup ajouter les tokens et démarrer en dev mode. Donc, je vais commencer par rajouter... je vais venir enrichir ma spec ici. Donc, je reprends cette partie de métadonnées. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas expliqué, mais en fait, il y a un mot-clé qui est ici, qui s'appelle examples, qui est standard dans OpenAPI. Ça permet de définir, de donner des exemples pour vos API, tout simplement. Donc, Microx utilise ce système-là pour les mocks. Donc, ce que je vais venir ici, c'est venir enrichir mon mock de nouveau avec un set de tokens qu'on a généré avec la clé privée, privée qui correspond... Ouais, privé, hein, c'est ça. Je dis pas de conneries. Et donc, on a un nouvel endpoint qui nous permet de moquer donc le authorize. Et alors, comment ça fonctionne dans Microx, les mocks? Comment il arrive à matcher les tokens avec le user? Simplement, en fait, on va lui dire, si on a un paramètre client ID qui arrive, une requête avec ce paramètre-là, en fait, en fonction des valeurs, on définit des cases via des exemples. Et ces cases-là vont servir dans la réponse. Donc, pour chaque query paramètre qu'on a eu, on a un case. Donc, si la valeur c'était Erquinho, tout simplement, il va passer dans le Erquinho, il va renvoyer, là en l'occurrence, c'est un header. Donc, il va renvoyer un 302, donc un HTTP code 302, avec ce header-là qui a cette valeur. Donc, on a plusieurs cas qu'on va utiliser dans les tests. Maintenant, donc on était en partie Quarkus S. Là, on va lancer Quarkus en mode dev. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mode dev, simplement, c'est une façon d'itérer assez rapidement. On peut modifier son code. En fait, il est rechargé à chaud. Donc on peut faire des tests et converger assez vite vers ce qu'on veut. Donc c'est un peu ce qu'on va faire là. On va utiliser ce principe de Quarkus Dev. Et donc tout à l'heure, on utilisait le dev service Microx. Et maintenant, on va utiliser un nouveau dev service qui est built-in dans Quarkus, je crois. Enfin, dès qu'on utilise XRS, qui est la Swagger UI. Donc Quarkus expose la Swagger UI de mon API automatiquement. Donc là, c'est bon, elle a démarré. Je vais ouvrir ici la dev UI Quarkus. Donc vous voyez, il y a plusieurs extensions, mais celle qui nous intéresse, c'est SmallRye OpenAPI et la Swagger UI. Donc quand je vais l'ouvrir, hop, on voit bien la spec de mon endpoint XRS que j'étais en train de coder. Alors le premier test qu'on peut faire, c'est le test j'appelle mon API sans être authentifié. En fait, c'est comme tout à l'heure, on se prend... Bon, ça là, c'est pas un 403, c'est un 401 parce que j'ai rajouté @authenticated tout à l'heure. Donc j'ai besoin de montrer que je suis authentifié. Là, en fait, non. 401, c'est unauthorized. Voilà. Donc on va faire un test où on est authentifié. Donc je vais appuyer sur ce petit bouton authorize qui est assez sympa. Et là, je vais mettre John Doe, qui est un mock valide, donc un JWT token valide, qui est dans mon mock. Donc là, je vais me signer. Donc on a vraiment l'impression de se signer comme dans n'importe quelle application. Et donc, juste pour compléter, le authorize, il pointe sur le mock, c'est un peu magique, oui. Mais il a été voir le autre serveur URL que tu as rentré pour l'appli. En fait, il réutilise la même pour la Swagger UI. Oui, c'est intégré, on a besoin de rien configurer, c'est assez magique. Donc si j'appuie sur Execute, en fait, ça fonctionne. J'ai 201, j'ai pu créer un travel, donc mon user est vraiment authentifié. Bon, après, c'est pas ce qu'on voulait vraiment. Non, parce que John Doe, il n'a pas le rôle travel, en fait. Voilà. Donc, traveler. Donc, il ne devrait pas avoir une 201. Exactement. Une 403. Donc là, on voit, Swagger UI nous donne un petit curl, et on voit le bearer token qui est passé ici. Et si j'ouvre ce bearer token, donc je l'ai déjà copié dans jwt.io, truc qui nous permet de voir les claims l'anatomie du token, on voit que, donc on a bien John Doe, mais on n'a pas de rôle. Donc il n'a pas le rôle traveler, et nous, ce qu'on dit, c'est que notre endpoint doit être appelé que par des gens qui ont le rôle traveler. Donc on va coder ça. Donc pour le coder, on va utiliser on va modifier le travel service. Et c'est assez simple pour tout ce qui est autorisation. On va rajouter
c'est rollsAload. On va rajouter une annotation qui s'appelle rollsAload. Alors, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il ne faut pas se gourer dans la typographie du nom. Parce qu'en fait, on va devoir faire matcher ça avec ce qu'il y a dans le token, forcément. Donc, je le rajoute dans mes deux endpoints. Alors, les rôles, savoir trouver les rôles dans un JWT token, ce n'est pas standard. Donc, il faut modifier notre configuration ici pour dire à Quarkus, les rôles, en fait, ils sont simplement dans... C'est ici, là. Tu vas les trouver, donc via le role claim pass, tu vas les trouver dans roles. Donc, dans notre token, on a un roles. Voilà. Et dedans, il y a traveler. Donc, voilà, c'est sympa. J'ai fait les modifs que je voulais. Je retourne dans la Swagger UI. Alors, tout à l'heure, j'ai dit on était en dev mode. Donc, toutes les modifications que je fais, elles sont rechargées à chaud, mais j'ai besoin de faire une requête à Quarkus pour qu'il recharge mon code. Donc, là, la requête que je fais, c'est je reload juste la UI. Et maintenant, je recommence. Je vais me loguer avec John Doe, qui n'a pas le role traveler. Voilà. Et je vais appeler mon API pour voir ce qui se passe. Je me prends une erreur 403, forbidden. Je suis authentifié, mais je n'ai pas le droit. Interdit. Alors maintenant, c'est bon, on a fini ou... On a fait le function level authorization. Ce serait bien de faire du object level. Object level authorization. Alors c'est quoi exactement? En fait, j'ai d'autres users dans mes JWT. Il y avait Romain tout à l'heure, vous l'avez vu. Donc je vais me déloguer. Voilà. Je vais me loguer comme Romain, qui a le role traveler. Donc lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir créer un voyage, un travel, une requête de travel. Donc là, on a bien 201. Le travel a bien été créé avec cet ID-là. Donc l'ID, c'est l'ID que je vais utiliser pour récupérer mon vol plus tard. Par contre, j'ai un second user qui a le role traveler. Donc là, je me délogue. Je vais me connecter avec moi. Alors moi, j'aime bien voir où est-ce que Romain part en vacances. Ça me plaît bien. Comme ça, je peux copier après. Et je vais simplement récupérer le travel de Romain. Donc j'ai mon second endpoint ici. Je vais mettre 1 et je vais exécuter. Et là, vous voyez que moi qui ne suis pas Romain, je vois c'est travel. Alors, ça vient du fait qu'aujourd'hui, dans la base de données, même si on a le champ, on n'enregistre pas le nom. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc, pareil, rebelote. Je vais modifier le travel service, qui est ici. Et là, c'est un peu plus compliqué qu'une simple annotation. Alors, dans mon constructeur de mon objet, de ma classe ici, je vais rajouter tout simplement le JSON wet token du user qui est en train d'exécuter ce endpoint, tout simplement. Ouais, donc on ne peut pas l'injecter dans la méthode directement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un objet dans la classe. Mais cet objet, en fait, il est request scope. Il est valide que quand une request est active. Donc ça revient au même. Voilà. Donc là, j'ai créé un champ. Au démarrage, on a un proxy, voilà, et le proxy, en fait, il change à chaque utilisateur qui est logué. Donc ce token-là, hop, je vais pouvoir l'utiliser maintenant dans mes méthodes. Donc quand on va créer un travel, on va prendre le token, on va pas prendre le token, on va prendre le travel plutôt avant, et tout simplement, on va setter le user ID comme étant le champ subject du JWT. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le subject, c'était le nom-prénom, donc c'est pas unique, hein, bien sûr. On peut utiliser d'autres infos comme ça serait un email, un UID, mais il faut que le security provider le fournisse. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en fait. Donc voilà, mon travel, maintenant j'ai associé un utilisateur. Et quand on va récupérer un travel, s'il existe en base de données, je vais continuer ma logique. Je vais récupérer son user ID. Et s'il est égal au subject de mon token, tout va bien. Je dis OK. Je lui retourne le token. Par contre, si c'est pas lui, tout simplement, il va être unauthorized. Donc, on va crafter la réponse à la main. Hop. Donc voilà, là, on a codé l'object level authorization et on va pouvoir la tester directement dans notre Swagger UI. Donc, pareil, je dois reloader la UI pour le Quarkus dev mode. Le deuxième effet, c'est que comme ça reload l'application, ça reload aussi la base de données, elle est temporaire,
elle est en mémoire, donc elle a restarté, donc il faut que je refasse un peu le flow que je faisais tout à l'heure. Donc je vais appuyer sur le bouton Authorize. Je vais utiliser Romain pour créer un travel. Donc là, je fais... c'est pas lui, c'est lui. Je fais Execute. Donc j'ai réussi à créer un travel. Et bah, maintenant, je vais me déloguer. Et je vais me reloguer avec mon user. Hop. Et je vais faire le même call API que tout à l'heure. Donc le get sur un ID 1. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, je n'ai pas le droit d'accéder au travel de Romain. Voilà. C'est pas mal tout ça. Donc on aurait pu faire le même dans les tests, mais oui, c'est un peu plus visuel. Hein. Du coup, on essaie de monter encore un niveau dans la pyramide. On va essayer de tester ça dans Kubernetes. Et on va rajouter, donc ça c'est un Kubernetes qui tourne en local sur ton ordinateur. Ouais. Donc c'est un Kubernetes in Docker, ou plutôt Kubernetes in Podman en l'occurrence, donc c'est Kind. Et ce coup-ci, on va déployer, jusque-là on moquait tout en fait. Et là on va déployer toute l'appli. Donc on a notre Travel Service qu'il va falloir déployer, mais on a déjà déployé les back-ends. Donc il y a un back-end d'hôtel, un back-end d'avion. Et on va aussi rajouter une UI. Et ce que ça va nous permettre de rajouter une vraie UI, qui n'est pas une Swagger UI, c'est qu'en fait, jusque-là, on a fait du implicit flow dans OpenID, qui n'est pas la reco, parce qu'en fait, le JWT, il est en clair dans le navigateur. Donc la bonne pratique, c'est d'utiliser un autre flow, l'Authorization Code Flow. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste rapidement, du coup, dans le navigateur, on va se loguer. Au lieu d'avoir un access token, en fait, on va avoir un code, un authorization code. On va être redirigé via la UI. Et ce que va faire la UI, c'est du coup d'échanger ce code avec le JWT. Et il va chiffrer le JWT dans un cookie. Comme ça, il y aura toujours moyen, c'est toujours stateless, le navigateur a le JWT, mais c'est juste qu'il ne peut pas le lire. Et du coup, le navigateur, sur chaque appel à la UI, il envoie ce cookie, et la UI est capable du coup d'extraire le JWT et de le propager au Travel Service, comme avant, qui va ensuite valider l'intégrité, etc. Tu veux le faire? Non, toi de jouer. Ok, donc alors je vais passer au mode shell. Donc on n'est plus en dev mode. Donc je vais vous montrer le Kind Cluster. Il tourne déjà chez moi. Donc on a. Ça ne s'affiche pas. Ça s'affiche pas. Ouais, t'as pas dû quitter Merci. C'est bon? Ok, je vais juste. C'est bon pour tout le monde la fonte, ouais. Donc c'est un Kind Cluster. On a installé Microx dedans. Donc on a nos deux flight et hotel services et ils sont pas ready là. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'on utilisait Kafka et le travel service, quand on va le déployer, il va rajouter un topic Kafka et ces deux services-là, ils attendent juste qu'il y ait un topic pour pouvoir lire des messages. Comme il n'y a pas de topic, en fait ils sont pas ready, donc c'est pas la peine. Ensuite, c'est aussi deux microservices. Tout à l'heure, j'ai dit qu'ils font appel à des providers externes. Donc, au lieu d'avoir vraiment des providers externes qui tournent, enfin, d'appeler les providers externes, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on les moque aussi avec Microx. Donc là, en fait, l'application est, on va dire, totalement moquée. Et vraiment, ça utilise que des mocks. Et dans la UI, alors c'est bien, parce qu'on n'a pas de provider externe, on n'a pas besoin qu'il soit tout le temps disponible. Par contre, les données qui sont dedans, c'est souvent des données de mock. Donc, quand je vais faire un travel tout à l'heure, je vais partir de Nice à Paris, mais par contre, mon hôtel sera à Londres. Donc bon, c'est pas grave, mais c'est juste des données de mock, quoi. Alors, je vais retourner dans mon shell ici et je vais builder mon projet. Et je vais le déployer sur Kubernetes grâce à l'extension, là vous le voyez, Kubernetes de Quarkus. Alors le build, il va faire deux choses importantes. Il va d'abord builder une image Docker, enfin une container image. Pour ça, on utilise l'extension Jib de Quarkus qui permet de construire cette image. Et on n'a pas besoin de Dockerfile et on n'a pas besoin de démon Docker. Donc ça le fait tout seul, c'est assez magique.
Et la deuxième chose, c'est que l'extension Kubernetes va générer tous les manifestes Kubernetes qui sont nécessaires pour pouvoir accéder à mon application dans le Khan cluster. Et en plus, il va les pousser dedans. Donc vraiment, c'est très bien. Donc là, on voit que j'ai mon déploiement Travel Service. On voit que j'ai Hotel Service. Maintenant, il est ready parce que la Readiness Probe a pu s'exécuter. Par contre, mon Flight Service, il est un peu plus lent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le redémarrer à la main et on va voir s'il va être ready. Mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, l'application est faite de telle manière qu'on a deux microservices et si Hotel a répondu, on peut déjà afficher un résultat. Voilà, il est up. Donc, on va aller sur la UI. Je vais l'ouvrir en mode incognito, tout simplement parce que des fois, je fais des tests et les cookies, ils restent. Donc, c'est un peu dommage pour la démo. La UI, on l'a codé avec Quarkus Renard. C'est du HTMX. Bon, on est des back-end développeurs, hein, donc faire des UI, la UI, je suis désolé ça va peut-être faire mal aux yeux, mais c'est moi qui l'ai codé. Voilà, c'est pas mal, hein, les couleurs sont jolies. Est-ce que je montre le network Je crois qu'il nous reste un peu de temps, non 40 minutes, je sais pas. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à zoomer dans le... Ouais, bon, c'est pas grave. Par contre, tu pourras montrer la UI Microx. Ouais, alors je vais me loguer. Donc en local, on fait pas des self-signed certificates. En général, on fait juste du HTTP. Donc il y a plein d'erreurs. Ouais, des petites erreurs HTTP. Donc là, ce que vous voyez, le formulaire, il est tout pas beau, mais c'est normal. En fait, c'est le mock qui l'a envoyé. Donc moi, dans le mock, j'avais pas envie de coder un super formulaire. J'ai codé un tout petit truc, pas beau, mais qui fonctionne. Ouais, il nous faut juste un champ qui nous permet de router sur le bon authorization code, qui va ensuite nous permettre de router sur le bon token. Voilà, donc là, normalement, je suis logué, et si j'appuie sur le bouton Search, donc le JWT token qui est normalement dans le browser à ce niveau-là va être envoyé à la UI, à la UI, mais le back-end de la UI, hein, et lui, il va l'envoyer au Travel Service automatiquement. Donc si j'appuie sur ce truc-là, je vais avoir normalement, ça marche. Donc voilà, c'est mes deux offres pour mon flight, pour mon hôtel. Je vous ai dit, les trucs ne marchent pas bien. Et par contre, voilà, donc on a prouvé qu'on pouvait... par exemple, pour une sprint démo, c'est super. Et on peut montrer les choses. Peut-être tu peux montrer tous les mocks qu'on a provisionnés. Ouais, comme il nous reste du temps. Alors, Microx, en fait, je vais vous montrer Microx parce que d'habitude, on ne montre pas, on n'a pas trop le temps. Et là, ici, c'est tous les mocks qu'on a provisionnés pour pouvoir appeler notre application sans qu'elle ait besoin de provider externe. Donc là, on a les mocks de la partie flight, les mocks de la partie hôtel. Et ça, c'est les mocks OIDC. Donc à l'intérieur, si on les ouvre, on a tous les endpoints qui étaient dans la spec qu'on a contribué, donc Romain a contribué. Et ici, les samples, en fait, c'est simplement le nombre de mocks qu'on va pouvoir appeler. Donc si par exemple, je vais dans Authenticate, celui-là est peut-être pas... Non, c'est pas le plus... C'est l'Authorize. Le Authorize, il est sympa. Web App, en fait... non, je voulais montrer le formulaire, mais je ne sais plus dans quel endpoint il est. Je crois qu'il est dans le put ou dans le... Ouais, je ne sais plus où il est. Donc on a uploadé avec les fichiers YAML qu'on voyait dans le SRC Test Resource. Ouais, je croyais qu'il était là. Il y a une UI pour le visualiser un peu plus clairement sur les différents. Ah voilà, il est là en fait. Il est dans c'était le endpoint authenticate. Donc quand le mock il a fait, quand Quarkus a fait un get authenticate, ça a simplement renvoyé ce petit formulaire là. C'est ce que vous avez vu s'afficher. Voilà, je pense qu'on a fini. On peut juste conclure. Du coup, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a shift left tout ce qui était security. On l'a fait dans les component tests, dans le dev mode. On aurait pu écrire des système tests dans notre pass Kubernetes qui n'a pas de personal data. Donc on aurait pu, avec le mock, gérer tous ces use cases. Donc c'est un peu l'esprit DevSecOps. On gagne en connaissance sur la sécurité. Et tout le monde gagne, surtout les développeurs. Et surtout les devs qui ne sont pas exclus de ça. Et le deuxième point, on a vu, on avait le mock avec toutes les autres API fonctionnelles. Et finalement, on a mis notre API technique de sécurité. On a réutilisé les mêmes outils. Donc là, c'est Microx, mais vous pourriez l'appliquer à vos outils de mocking
que vous avez déjà. Et grâce aux containers, donc soit les tests containers dans les premières couches, soit Microx, là, on l'a déployé avec un Helm chart dans Kubernetes, mais c'est toujours un container. Et donc, au final, les mêmes mocks, ils ont marché dans toutes les phases, quoi. Voilà, merci. Merci.